pourquoi est-ce qu'on va parler du confort dans une formation qui est consacrée à la performance énergétique? En fait, on se rend compte que la plupart des consommations liées au bâtiment, que ce soit les consommations de chauffage en hiver, de climatisation en été, éventuellement d'éclairage, elles sont finalement liées au maintien du confort de l'individu. Donc, on pressent déjà que ces notions d'énergie et de confort sont des notions qui vont être vraiment liées et que finalement, on ne peut pas vraiment les dissocier l'une de l'autre. Alors, comme on l'a vu ce matin, le poste de consommation prépondérant dans le logement, ça reste quand même le poste de chauffage. C'est pourquoi on va s'intéresser essentiellement au confort thermique dans cette séquence. Alors, donc pour comprendre un peu les interactions, notamment avec l'énergie, il faut déjà comprendre physiologiquement comment est vécu le confort thermique d'un individu. Donc nous, notre corps se maintient à 37 degrés en permanence, et ce, quelles que soient les conditions extérieures. Alors le confort thermique, il est atteint lorsque nos échanges thermiques avec l'extérieur se font sans gêne particulière. Donc quand on est à l'extérieur, on n'a pas vraiment de moyens d'agir, à part sur notre habillement et sur notre activité physique. Donc le but, c'est que quand on est dans un bâtiment, on crée un espèce de microclimat qui puisse satisfaire en permanence nos conditions de confort thermique. Donc, pour comprendre un petit peu ce phénomène de confort thermique, il faut d'abord être à l'aise avec les notions de définition de la chaleur et du transfert thermique. Donc pour ça, on va regarder ce qui se passe un petit peu, on va prendre un microscope, on va regarder ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Qu'est-ce que c'est que la chaleur finalement? Eh bien dans un corps solide, liquide ou gazeux, les particules qui le composent, que ce soit les molécules, les atomes, etc., ne sont pas statiques en fait. Elles ont une certaine énergie cinétique, c'est-à-dire une certaine vitesse d'agitation. Et c'est cette agitation en fait microscopique qui crée la chaleur. Donc finalement, autrement dit, on peut dire que la chaleur, quelque part, c'est une mesure de la vitesse des molécules et des atomes. Donc, à partir de cette définition, premier constat, on se rend compte que finalement, le froid, physiquement, n'existe pas. Le froid, c'est un ressenti, finalement, d'un déficit de chaleur. Mais il y a toujours une agitation, donc il y a toujours une chaleur, même quand nous, on ressent du froid. Ça, c'est la première des choses importantes. La deuxième, c'est finalement... Comment s'effectue le transfert thermique? Eh bien, les particules donc, qui contiennent de la chaleur, donc on voit en rouge ici sur le petit schéma, quand elles s'agitent, elles vont donner des chocs de façon aléatoire aux particules voisines, qui du coup vont se mettre en mouvement alors qu'elles ne l'étaient pas forcément. Et c'est comme ça, en fait, que la chaleur va se transmettre de proche en proche dans un matériau. Donc les vitesses d'agitation, bien sûr, quand on est dans un matériau solide, elles sont plus basses que quand on est dans un matériau liquide, et elles sont encore plus élevées quand on est à l'état de vapeur. Mais c'est vraiment ça qui se produit. Du coup, on se rend compte que le transfert thermique, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle, toujours du côté le plus chaud vers le côté le plus froid, et également de façon assez lente. On se rend compte qu'on a tous le temps en général de finir sa tasse de café avant qu'elle ait complètement refroidi. Par contre, c'est irréversible, c'est-à-dire que si vous n'apportez pas une énergie extérieure, le café ne va pas de lui-même se réchauffer. Une fois que l'énergie est perdue, elle est perdue. Donc finalement, à partir de ça, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on ressent la chaleur. Donc si on revient vraiment à notre individu là, qui doit maintenir ses 37 degrés en permanence grâce à son métabolisme, donc on va essayer de comprendre les types d'échanges qu'il peut avoir avec le milieu extérieur. Donc le premier type d'échange qu'il peut avoir, c'est à cause de la température et de la vitesse de l'air. C'est ce qu'on appelle les échanges thermiques par convection. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Donc la convection, qui est un phénomène de transfert thermique, ça représente à peu près 35% des échanges du corps humain avec l'air extérieur. Donc en fait, la convection, elle traduit les transferts thermiques d'un matériau par un fluide. Donc là, ici, c'est l'air, mais ça pourrait être de l'eau tout aussi bien. Et donc le transfert thermique a lieu à partir du moment où il y a une différence de température entre notre corps et l'air. Notre peau, elle est toujours aux alentours de 30-31 degrés, donc en général, elle est quand même plus chaude que l'air extérieur. Donc, on va avoir un transfert à partir du moment où il y a un mouvement d'air. Et ce transfert sera d'autant plus important que le mouvement sera rapide. Donc, en fait, plus l'air va avoir un mouvement rapide, plus l'échange entre la peau et l'air va être important. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième phénomène de transfert thermique, par ordre d'importance, en fait, c'est le rayonnement.
Alors ça, c'est un autre mode de transfert qui se fait cette fois sans contact intermédiaire. Donc on disait pour la convection, on a besoin d'un fluide. Le rayonnement, c'est le phénomène qui fait que le soleil chauffe la Terre. On n'a pas besoin d'intermédiaire, ça se fait dans le vide, dans l'espace. Et ça va réchauffer donc, les corps qui sont à proximité. Donc toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple avec le rayonnement solaire, donc là on comprend bien qu'on a l'astre qui nous chauffe. Donc là on va récupérer de la chaleur. En revanche, en hiver, si on est entouré de parois qui sont froides, parce qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles sont en contact avec l'extérieur, eh bien c'est notre corps qui va rayonner vers la paroi. Donc nous, ça va nous donner un ressenti de froid. C'est le phénomène de paroi froide. Donc ça, c'est lié au transfert thermique par rayonnement. D'accord? Donc vous constatez que les phénomènes de convection et phénomènes de rayonnement sont à peu près dans les mêmes proportions de nos échanges avec l'extérieur. Alors, troisième phénomène qui est également important, c'est l'évaporation. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on transpire l'été, ça nous permet de réguler notre température. Pourquoi? Parce que la sueur qui est à l'état liquide quand elle est produite par le corps, elle va s'évaporer. Et c'est donc le phénomène d'évaporation, qui est un phénomène qui a besoin d'énergie, qui va donc prendre de la chaleur et donc nous, ça va nous refroidir. Ça peut atteindre jusqu'à 24% de nos échanges dans une journée en moyenne avec le milieu extérieur. Alors, il nous reste à voir deux phénomènes qui interviennent dans des proportions plus marginales. Donc déjà, les pertes par respiration ou digestion. Donc ça, c'est lié au fait que quand on ingère des aliments ou quand on respire, eh bien, les aliments et l'air qu'on respire ne sont pas à 37 degrés. Donc notre corps doit dépenser de l'énergie pour les réchauffer. Ça peut représenter quand même à peu près 5% de nos pertes. C'est ce qui fait qu'en général, après manger, on a tendance à avoir plus froid que juste avant. C'est parce que notre corps est en phase de réchauffer en fait, les aliments. C'est la réaction postprandiale, ça s'appelle. Et enfin, donc, la dernière façon d'avoir un échange thermique avec l'extérieur, c'est par conduction. Donc ça veut dire par contact direct avec un autre matériau. Donc, comme en général, dans une journée, on est plutôt en position debout ou assise, mais on a une faible surface de contact direct avec un autre matériau, ça peut représenter aux alentours de 1% de nos échanges thermiques. Ça serait très différent si on était en situation allongée sur le sol, par exemple. Donc voilà un peu les différents modes d'échange thermique qu'on a avec l'extérieur. Alors ça, c'est important de le comprendre parce que c'est vrai à l'échelle du corps humain, mais c'est vrai également entre le bâtiment et l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment, elle se comporte un peu comme une deuxième peau où il se passe à peu près tous ces phénomènes, bon, sauf la respiration et la digestion, d'accord, mais tout le reste, c'est également ce qui se passe au niveau des parois en contact avec l'extérieur.